Maintenant, je vais vous présenter le docteur Bruno Vincent. Bruno Vincent, il est médecin responsable de l'équipe mobile d'accompagnement de soins palliatifs et douleurs du cancer de l'hôpital Beaujon. Mais il n'est pas que ça, Bruno Vincent. Alors, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus et puis pour compléter sur juste ce que je viens de vous dire sur votre titre. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je pense qu'on est ravis. Alors, je vais parler à mon nom, mais je pense que Géraldine aussi est ravie de participer à ce webinaire qui nous tient à cœur. Euh, oui, voilà, je suis médecin et responsable de l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital Beaujon. Et on a une autre casquette, c'est la prise en charge de la douleur du cancer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'hôpital Beaujon, c'est un centre hospitalier qui fait partie de la PHP donc de Paris et qui se situe à Clichy, donc en bordure de Paris, dans le 92 Nord, et qui est un centre essentiellement de maladies digestives, et en particulier des maladies digestives avec une composante de cancer. C'est un centre de référence des maladies cancéreuses du foie, de pancréas et des voies biliaires. Voilà, donc notre activité en tant qu'équipe mobile de soins palliatifs se concentre évidemment beaucoup sur ce type de patients qui sont atteints de ces maladies cancéreuses. Et nous avons la chance, parce que je pense que c'est une chance, de les rencontrer assez fréquemment lors de leur passage à l'hôpital, notamment au moment où ils sont en hospitalisation de jour et qui sont relativement régulières, puisque voilà, le rythme des traitements spécifiques de type chimiothérapie intraveineuse se fait soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours ou tous les Là, 3 semaines. vous nous expliquerez ça un petit peu plus en détail, Bruno, parce qu'on était juste dans la présentation. D'accord. Mais pour dresser un peu le tableau, là, il me semble que effectivement, c'est intéressant aussi de savoir un peu du côté du médecin, comment on définit la douleur, et puis aussi, qu'est-ce que le système de santé et les pouvoirs publics ont prévu, en fait, la loi, qu'est-ce qui est prévu dans cette prise en charge. Alors, je pense que Bruno Vincent, vous allez pouvoir répondre à cette question. Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer par quelque chose. Je vais vous passer des slides là, mais très, très brefs, qui vont voilà, illustrer un peu mes propos, juste pour vous dire qu'il y a quand même des gens qui se penchent sur la question depuis des années, avec des évolutions, hein, des connaissances qui sont de plus en plus importantes sur la douleur, même si très souvent c'est une vraie énigme, hein. Pour autant, l'Association internationale de l'étude de la douleur renouvelle très régulièrement les définitions. C'est associé à cette expérience, parce que c'est une expérience, et Léonore tout à l'heure nous faisait vraiment part de son expérience très particulière, hein, de la douleur. Dernièrement, il y a une nouvelle définition qui a été donnée sur la douleur, qui a un intérêt, je vais vous dire pourquoi. Vous voyez là sur la slide, on décrit la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Donc là, on voit tout l'aspect très subjectif et individuel, hein, de la douleur, associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Alors, c'est plein de mots, mais qui ont leur sens, puisque la douleur, c'est pas seulement une image sur un scanner, par exemple, et très souvent, on n'a pas d'images qui sont soit en rapport avec une lésion potentielle. Et ce que vient donner cette définition de 2020, c'est qu'il n'y a pas forcément quelque chose de palpable, quelque chose de visible pour que la douleur existe. Et elle peut exister comme s'il y avait une lésion, mais la lésion n'est pas une obligation. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de phénomènes douloureux qu'on n'explique pas pour l'instant. On a des pistes, mais pour autant, cette définition vient corroborer le fait qu'il faut
prendre en compte l'expérience de chacun avec la douleur et de la prendre en compte, même s'il n'y a pas une lésion que l'on palpe, que l'on voit ou qu'on peut déterminer. Deuxième slide, pour développer un peu ça, c'est vraiment personnel, hein, la douleur. Personne ne peut la partager. Ça appartient à soi, c'est influencé par plein de choses, des facteurs physiques. Alors évidemment, quand il y a une lésion qui est reliée à une sensation douloureuse, c'est un peu plus simple, hein, parce qu'on voit une image, une lésion, et en fonction de l'image, on se dit effectivement la douleur là, que la personne qui est devant nous en tant que médecin ou soignant nous décrit, bon, on peut plus facilement l'interpréter. Mais c'est aussi influencé par notre histoire de vie, hein, notre psychisme au moment où elle survient, notre histoire de vie, notre histoire familiale, nos croyances, nos expériences. Voilà, tout ça forme un tout et va créer quelque chose de très différent, très modulable et très évolutif. Et on en reviendra tout à l'heure sur la douleur, les douleurs du cancer, parce que c'est notre sujet. Mais vous verrez que la douleur du cancer est encore plus complexe. Je vous expliquerai après pourquoi. Très bien, merci. Et donc, quelques mots peut-être pour reparler un petit peu du contexte de la loi, là. Qu'est-ce qui parle de la douleur? On a eu la des douleur, textes quand même de loi qui ont… La douleur, c'est quand même quelque chose qui doit être respecté. Hein, et il faut toujours la prendre en considération, aussi parce que elle entraîne beaucoup d'effets négatifs sur la qualité de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, c'est pas parce qu'on n'est pas capable de l'exprimer que la douleur ne peut pas être détectée ou prise en compte. Et ça aussi, c'est extrêmement important à savoir. Une personne qui n'est plus en capacité de s'exprimer, elle peut exprimer à sa manière la douleur. Voilà. Et sur la dernière slide, voilà, je voulais vous montrer la particularité de la douleur. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais la douleur du cancer, elle fait partie d'un tout. Alors, vous voyez ces petits rouages que vous avez ici qui semblent tourner pas mal les uns avec les autres. Vous voyez, sur un premier rouage, il y a le concept de la douleur du cancer qui est défini comme multimorphe par un de mes collègues qui s'appelle Antoine Lemaire. Tout ça pour dire qu'elle est extrêmement mobile, changeante, évolutive. Et elle va s'intégrer dans la prise en charge du cancer avec les traitements spécifiques, les chimios, les radiothérapies et tout ça, les immunothérapies, les soins liés au cancer à partir du diagnostic. Et tout ça va essayer de faire un tout avec une prise en charge qui va être personnalisée, multimodale, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des thérapeutiques ou des soins qui vont essayer de diminuer et améliorer la qualité de vie. Et dans le cancer, il y a quand même quelque chose qui est aussi très important à connaître, c'est que vous voyez cette espèce de pierre que vous voyez sur le dessin, c'est tout un tas de choses qui vont venir bouleverser ce rouage qui fonctionne plutôt bien. Et parmi ces petits cailloux là qui vont faire gripper le rouage, il y a les traitements concomitants pendant la prise en charge du cancer, l'environnement, hein, c'est-à-dire tout ce qui entoure la personne malade, ses proches, sa qualité de vie, sa façon de vivre, ses moyens financiers, son habitat et tout ça. Il y a toutes les maladies concomitantes qui peuvent survenir pendant l'évolution du cancer, et puis les douleurs associées à ces autres maladies. Voilà. Et tout ça va venir impacter les rouages là, qui essaient de se mettre en place lors de l'évolution de la maladie et des traitements qui sont mis en place par les équipes d'oncologie
et les équipes de soins de support ou de soins palliatifs. Concernant la loi, il y a des choses relativement établies. Alors, je sais que ce n'est pas le cas partout et rien n'est uniforme. Même dans notre pays très développé et avec un système de santé qui est censé être le plus distributif possible. Pour vous citer 2-3 lois, il y a quand même la loi relative aux droits du malade et la qualité du système de santé qui date du 4 mars 2002, donc on fait un bond de 20 ans en arrière, qui reconnaît le soulagement de la douleur comme un droit fondamental pour toute personne. Ça, c'est une base. Pareil, le Code de la santé publique dit en 2004, donc 2 ans après, la lutte contre la douleur est également une priorité de santé publique inscrite dans la loi. Voilà, donc déjà deux pas dans la prise en charge de la douleur. Et puis, il y a un article du Code de la santé publique qui est, je crois, de 2004 aussi, qui pose le principe selon lequel toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toutes circonstances prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Et il ajoute, les soignants doivent s'efforcer de prévenir la douleur, notamment lors des soins douloureux, les soins de pansement, de biopsie, de rééducation, etc. Voilà. Donc, vous voyez déjà, on est 20 ans en arrière et on a posé des bases sur la prise en charge de la douleur et la considération de la prise en charge de la douleur. Voilà. À ce sujet, on a une remarque dans le chat d'Isabelle qui demande notamment que faire devant un soignant qui refuse d'entendre notre douleur. Voilà, il semblerait que parfois la douleur des patients ne soit pas si bien entendue malgré ce que dit la loi. Donc, que pouvons-nous faire en tant que patients pour la transmettre cette idée? Oui. Alors, je pense qu'il faut renouveler cette demande et puis aussi s'adresser dans une équipe. Moi, je vais parler d'une équipe hospitalière, de s'adresser aussi à d'autres personnes qui vont pouvoir peut-être mieux percevoir, mieux entendre la demande et voilà. Sans excuser personne. D'autres personnes, ça veut dire, allez-vous. D'autres soignants. Comment? D'autres soignants. Oui, d'autres soignants, oui. C'est-à-dire qu'il faut, si on est dans un établissement, il faut aller au-delà de l'équipe de soins du service. Il faut aller, Là, on parle d'une personne en particulier, mais dans une équipe hospitalière, il y a d'autres personnes. Il n'y a pas une seule personne qui reçoit les patients, qui reçoit les doléances ou qui est là pour recevoir l'expression de la douleur. Il y a tout un tas de personnes qui peuvent relayer le message et le relayer jusqu'au médecin qui va prendre en charge la personne et qui va pouvoir peut-être réexaminer, réévaluer, proposer quelque chose. Très bien, très bien. Peut-on aussi parler un peu plus de l'équipe mobile d'accompagnement, de soins palliatifs et de douleur, Bruno, pour que… Et après, Géraldine, parce que Éléonore, plutôt, vous n'avez pas expliqué ce que vous faites aussi à Curie, mais après, je vous laisse la parole pour vous nous expliquer aussi ce que vous proposez pour la prise en charge. Mais donc, Bruno, est-ce que vous pouvez un peu parler de cette équipe mobile que vous êtes le responsable et nous dire, ça se passe comment chez vous, mais peut-être aussi nous dire qu'il y a quand même, vous n'êtes pas les seuls, j'espère, hein, sur le territoire à avoir des équipes mobiles de prise en charge de la douleur. Donc là aussi, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Comment fait-on pour savoir, pour s'adresser à une équipe comme la vôtre? Alors, le principe des équipes mobiles de soins palliatifs, c'est des équipes d'appui. C'est-à-dire c'est des équipes qui n'ont pas de lit d'hospitalisation. Ils peuvent recevoir éventuellement en consultation, ce qu'on ne fait pas nous, mais
on va, à la demande des équipes de soins qui prennent en charge les patients, on va rencontrer les patients atteints de cancer et ou leurs proches d'ailleurs, tout en rencontrant les équipes, en essayant de savoir pourquoi ils nous demandent de venir les aider. Et ensuite aller rencontrer les personnes malades ou leurs proches. Le principe, c'est de soutenir et d'accompagner une équipe soignante pour un but essentiel, c'est améliorer la qualité de vie du patient, de la personne malade qu'on va rencontrer et ses proches, parce que ça aussi, c'est extrêmement important. Quand je dis les proches, c'est les proches, les aidants principaux, la famille, les amis, hein, ça peut être aussi une sorte de proches qui vont se présenter avec la personne malade et que l'on va rencontrer avec la personne malade et ou seule en fonction des besoins. Voilà. En général, ce que l'on fait, c'est qu'on va rencontrer nos collègues pour savoir exactement déjà nous décrire un petit peu comment, dans quelle situation clinique est la personne malade, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on a proposé, qu'est-ce qui s'est bien passé, moins bien passé. Et ensuite, on va rencontrer cette personne avec ou sans ses proches à l'occasion d'une hospitalisation. Alors souvent, c'est à l'occasion d'une hospitalisation de jour. Comme je disais tout à l'heure, dans 3 services de soins de notre hôpital, qui sont des soins oncologiques, on a des hôpitaux de jour et c'est l'occasion de les rencontrer dans ce cadre. Mais ça peut être aussi pendant une hospitalisation plus prolongée, hein, pour un symptôme, un besoin particulier, ou ça peut être plus rarement, mais ça peut aussi être lors d'une consultation du médecin référent qui va nous demander de passer rencontrer cette personne. Voilà. Le but, c'est rencontrer la personne, essayer de comprendre quels sont ses besoins, comment elle fonctionne, quels sont ses moyens, qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qu'elle ressent sur le plan physique, psychique, quelles sont sa façon de vivre, son statut social, financier. Voilà, on explore un peu toute la sphère de la personne malade pour essayer au mieux de la comprendre et essayer d'adapter des propositions pour l'aider et ensuite pour essayer de la suivre régulièrement, alors soit physiquement lorsqu'elle revient à l'hôpital, soit par téléphone, parce que ça nous arrive assez régulièrement de rappeler la personne pour réévaluer un petit peu ce qui s'est passé quelques jours avant, lors de notre rencontre. Et c'est aussi l'occasion de proposer de l'aide aussi à domicile. Et c'est là où on fait intervenir nos collègues des DAC ou des réseaux. C'est qu'on propose à la personne et à ses proches peut-être de mettre en place quelque chose qui va les aider un petit peu plus directement sur leur secteur de vie, en dehors des passages à l'hôpital, et aussi pour essayer au maximum d'éviter des réhospitalisations quand c'est pas nécessaire et quand ça peut se faire aussi à la maison, en lien avec le médecin traitant. Et voilà un peu notre travail. Et ce que je disais, c'est l'intérêt. Alors c'est éprouvant pour une personne de revenir très fréquemment à l'hôpital pour des traitements spécifiques, mais aussi c'est aussi l'occasion de revoir régulièrement et fréquemment la personne autant qu'elle en ait besoin pour voir un petit peu s'il y a des choses à réadapter. Voilà. Ces équipes-là, elles n'existent pas partout, malheureusement. Elles sont distribuées pas forcément de façon très juste dans toute la France. Il y a comme partout des déserts médicaux de soins de support, de soins palliatifs. Voilà. En tout cas, il y en a quand même pas mal dans les hôpitaux. Il y a nos équipes de soins palliatifs, mais il y a aussi ce qu'on appelle les équipes de soins de support. Alors, elles existent beaucoup sur
les hôpitaux spécialisés dans la cancérologie ou les établissements de santé, comme les centres de lutte contre la douleur, contre le cancer, ou dans des cliniques. Et parfois, les établissements de santé, lorsqu'elles n'ont pas d'équipe définie, elles peuvent faire appel à d'autres équipes qui existent dans un centre proche du lieu de soins oncologiques qui va pouvoir les aider, comme nous on le fait in situ, à prendre en charge les symptômes d'inconfort durant la maladie. Voilà. D'accord. Et par exemple, votre équipe peut aller dans d'autres établissements, se déplacer dans d'autres établissements? Alors, nous, non, on est une équipe intra-hospitalière, on ne se déplace pas à l'extérieur, mais il existe des équipes mobiles de soins palliatifs en province qui Oui. se déplacent, elles, dans d'autres établissements qui sont établis dans un établissement particulier et qui vont effectivement se déplacer dans d'autres établissements ou parfois à domicile. Mhm. Alors justement, parce que vous parlez des soins palliatifs, mais vous êtes responsable soins palliatifs et douleurs, cancer. Et peut-être que c'est intéressant quand même aussi qu'on explique aussi soins palliatifs parce que souvent c'est associé à la mort, c'est associé à la fin de vie et ça fait peur, alors que justement le traitement de la douleur, c'est un soin palliatif, Oui, si j'ai bien. oui, bien sûr. Voilà. Donc, Effectivement, les c'est soins. pas, si un patient ou si une famille entend ce mot en disant oui, on va faire venir une équipe de soins palliatifs, ce n'est pas forcément parce que la personne est en fin de vie. C'est Non. que c'est une formation particulière et qui va porter des réponses et qui va savoir gérer justement cette prise en charge de la douleur. Oui, tout à fait. Mm. C'est vrai que c'est dans l'imaginaire et dans la société, les soins palliatifs sont souvent associés à la toute fin de vie et à la mort. Et effectivement, alors, en France, on est un petit peu retardé dans ce domaine parce que dans les pays anglo-saxons, c'est un peu plus popularisé, hein, le phénomène des soins palliatifs. On arrive à en parler un petit peu plus tôt dans la prise en charge des patients. D'ailleurs, nous, ce qu'on développe, en particulier à l'hôpital Beaujon, c'est ce qu'on appelle les soins palliatifs précocement intégrés à la prise en charge oncologique. C'est-à-dire qu'en particulier lors de maladies extrêmement graves ou très avancées, ou dont on sait que malheureusement on ne pourra pas les guérir, mais les traiter pour essayer d'améliorer leur qualité de vie, les soins palliatifs devraient se mettre en place quand il y a des besoins, hein, à la fois des besoins physiques, et notamment la douleur du cancer, mais aussi des besoins psychologiques, sociaux, familiaux, financiers, voilà, devraient être intégrés au fur et à mesure du parcours de soins. Et puis, concernant la douleur du cancer, la plupart du temps, comme vous le disiez tout à l'heure, la douleur, elle n'est pas forcément présente au tout début de la maladie. Il y a des formes de cancer qui ne sont absolument pas détectées ou diagnostiquées sur un phénomène douloureux. Alors, souvent, ça l'est, mais effectivement, alors on prend toujours au sérieux les personnes qui... Merci, c'est bien. Alors, c'est compliqué hein, de prendre au sérieux une personne qui a mal, parce que, comme je disais, c'est tellement personnel qu'on ne peut pas, et tant mieux, hein, se mettre à la place de l'autre. On ne peut pas ressentir ce que l'autre ressent au plus profond de lui-même. Mais essayer de s'en approcher par des questionnements, savoir décrire la douleur, comment elle est. C'est hyper important aussi, hein, savoir s'exprimer auprès des soignants pour essayer de mieux leur faire comprendre la douleur. Alors, moi, je ne suis pas un fervent d'un chiffre. Pour moi, un chiffre, c'est quelque chose qui est un peu trop autobloquant. Bien sûr, 10, on sent bien que c'est une douleur extrêmement forte. Et d'une personne à une autre, d'un moment à un autre, pour une même personne,
une douleur qu'on va évaluer à 10 ne sera pas forcément tout à fait la même qu'une douleur qui va être évaluée à 8, mais sans que ce soit plus invalidant à 8 qu'à 10. Je pense que ce qui est important, ce que disait Éléonore, c'est passer un message autour de soi en disant, voilà, moi je vis ça, je ne vais pas vous embêter plus, mais au moins sachez que si je suis comme ça, si j'ai mal, moi mon expression comme Éléonore, c'est de dire aujourd'hui je suis à 8 là, à ce moment-là, ça veut dire bah, peut-être qu'il faut me laisser tranquille et que je fasse ce qui est bon pour moi et que je prenne soin de moi à ce moment-là. D'autres vont utiliser d'autres médiations avec leur entourage pour exprimer leur douleur. En tout cas, il faut être à l'écoute et essayer de cerner au mieux la douleur, essayer de la ressentir à la place de l'autre. Voilà. Et il n'y a pas mieux que l'écoute. Mhm. Ça, je pense qu'il n'y a aucun autre message qu'on puisse faire passer quand on veut cerner quelque chose aussi complexe. Il n'y a que l'écoute. Voilà. Quelques questions pour orienter un peu la personne qui souffre, mais surtout beaucoup d'écoute, parce que c'est par l'écoute que la personne va pouvoir nous donner des pistes pour lui proposer des choses qui vont être adaptées à son mode de vie, à sa douleur bien sûr. Et puis c'est pareil, moi j'utilise toujours le pluriel quand je parle des douleurs du cancer, parce que pour un même cancer, d'une personne à une autre, d'un moment à un autre, d'un moment du parcours de soins et de santé de la personne, là, les douleurs ne vont pas être la même si elles sont situées au même endroit, à des temps différents. Donc là encore, c'est aussi savoir entendre, s'asseoir, écouter et faire décrire à la personne ce qu'elle